Hello la compagnie, comment ça va? C'est Angélique, psychogénéalogie intuitive. Hello, ça va bien? Bon, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau petit diapo, n'est-ce pas? Vous avez vu le titre? Alors, je vous explique pas, j'y ai passé un moment, hein. C'est bien parce que je vous aime, hein, et parce que c'est essentiel de faire les choses correctamente. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des névroses, des dépressions, des addictions, de tout ce qui touche à la psyché, de tout ce qui touche à ces troubles que nous ne pouvons pas palper, que nous ne pouvons pas toucher. Quand on éternue, on postillonne, on envoie tout chez son voisin ou dans son masque. C'est ok, ça a du sens. Mais une dépression ou une addiction, des fois, c'est caché. On ne sait pas comment c'est là, pourquoi c'est là. Et c'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire celui-là. Il est très complet, je pense. Je m'en suis pas trop mal tirée, ma foi. Donc, toutes les notions que vous aurez ici sont des notions que j'ai récupérées, piochées par-ci, par-là, parsemées, aussi bien dans la formation que j'ai fait en psychogénéalogie, mais aussi dans des travaux de différents spécialistes. Et parce que je m'intéresse aussi à tout ce qui touche à la psychologie, on va dire, traditionnelle, freudienne, tout ça. Et aussi de notre ami Carl Gustav Jung, aussi qui est tout à fait intéressante, mais elle n'apparaît pas là-dedans, n'est-ce pas? On va rester très freudien. Et donc voilà, nous aurons une partie un petit peu technique au début. Ensuite, nous allons parler du lien par rapport à la maman, parce qu'il y a un lien très important aussi en cela. Nous allons parler également des névroses, des différents types de névroses, de comment est-ce qu'on peut faire pour se dépêtrer de ça, de la dépression, l'addiction, comment ça marche, et également les troubles alimentaires, quelles questions on peut se poser pour essayer d'aller à la rencontre de ce truc-là. Donc la chaîne YouTube, elle est toujours là. Pour ceux qui veulent s'abonner, c'est OK. Un petit abonnement, ça fait pas de mal. Ceux qui veulent mettre un pouce quand ils auront aimé le diapo, c'est OK. C'est pareil. C'est avec grand plaisir. Et si vous avez des idées, des questions de diapos que vous voulez que je fasse ou de textes ou d'échanges que nous pouvons faire. Nous pouvons aussi faire des lives pour ceux que ça intéresse. Je ne les fais pas parce que je ne sais pas si ça intéresse, mais ça peut être faisable avec un jeu de questions-réponses peut-être en direct sur vos propres parcours. Si vous êtes intéressé par ce genre de manifestation, mettez-le moi en commentaire. Vous pouvez m'envoyer aussi par mail soinducorps@gmail.com votre histoire, vos problématiques. Je peux également vous donner aussi la signification de votre prénom. C'est un petit jeu que je mets en place sur Facebook pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je vous remercie à vous tous déjà d'entrée de jeu pour les abonnements et pour ceux qui me suivent et qui me font des retours. C'est un grand plaisir pour moi. Alors, nous voilà partis dans cette psyché humaine, jeunes gens. Ah, regardez-moi ça. Le surmoi, le ça et le tralala, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, là, nous allons parler du cerveau, nous allons parler de la psyché humaine. Nous parlons de l'esprit, n'est-ce pas? On va aller farfouiller quelques notions de psychanalyse, mais attention, je vous rassure, on va faire simple. J'ai essayé de simplifier au maximum. D'accord? Donc, pour vous expliquer un petit peu, hop, attendez, je reprends quelques notes que j'ai. Alors, en fait, nous avons le ça. Alors, vous le voyez, il est écrit, hein, le ça est le siège des désirs et des pulsions refoulées. D'accord? Il est la partie pulsionnelle de la psyché humaine. Il est le siège des désirs et de tout ce que nous gardons à l'intérieur de nous. Et il est guidé par le principe du plaisir. Voilà. On va faire ça. Le surmoi, lui, il représente la conscience morale et un petit peu tout ce qui est l'intériorisation des interdits de l'enfance, en fait. C'est un espèce de juge qui est là, qui intervient. Voilà, il est à l'intérieur de nous et il représente tout ce que l'enfant n'a pas le droit de faire. Et nous avons au milieu de ça, alors je ne l'ai pas noté, mais nous avons au milieu de ça celui que l'on appelle le moi, qui est le médiateur entre les deux autres instances et qui, lui, par contre, nous ramène à la réalité. Voilà. Notre psyché, elle fonctionne un petit peu comme ça. Notre cerveau, lui, il fonctionne un petit peu comme ça. Donc, tout ce principe se met en place dans notre enfance. Tout ce qui est de l'ordre des pulsions, des désirs, de ce que nous voulons, s'est mis en place dans notre enfance
par l'éducation que nous recevons, par ce que nos parents nous transmettent. Donc c'est là-dedans que ça va se passer, c'est dans notre cerveau, et c'est dans notre façon aussi de percevoir la réalité. Alors, la névrose, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la névrose? Alors, vous voyez, c'est une espèce de dualité entre ce surmoi, n'est-ce pas? Et donc qui représente la conscience morale, et le ça qui est lui et parle des pulsions refoulées et du désir. Donc le surmoi et le ça, il y a une espèce d'interférence entre les deux lorsque la névrose apparaît. D'accord? Donc cette névrose, elle est le résultat de tout ce qui touche au raté, au manque qui se transmettent dans cette construction parentale. Grand sentiment de frustration sur certaines choses. Elle trouve racine dans tout ce qui touche à notre manque émotionnel et dans l'incompréhension psychologique. Elle représente la conscience morale et l'intériorisation des interdits de notre enfance. Alors là, je vous laisse un petit peu macérer tout ça. Donc voilà, elle provient de tout ce que nous avons, tout ce qui nous a été interdit, tout ce qui nous a été raté, tout ce que nous avons manqué, qui ont servi à la construction affective de nous-mêmes, en gros. D'accord? Donc en fait, la névrose, elle prend racine dans notre inconscient familial. Pourquoi? Parce que les ratés et les manqués, les amis, ça se transmet par la voie de l'ADN, et puis ça se transmet aussi par comme en psychogénéalogie, vous savez, ça se transmet par la voie des gènes, ça se transmet par les racines et par ce que l'on nous transmet. C'est important de le voir ainsi. D'accord? En tant qu'être humain, nous avons tous, les amis, des états de névrose diverses et variés, à des degrés complètement différents. Certains vont avoir une névrose extrêmement prononcée et d'autres une névrose vraiment, voilà, ça va être vraiment quelque chose de minime et qui ne se verra quasiment pas, si vous voulez. D'accord? Donc, la force ou la faiblesse, si vous voulez, du moi en devenir, de ce petit enfant qui naît, se fera en fonction de ce que nos aînés, de ce que nos parents arriveront à nous transmettre en matière de besoins affectifs, en matière d'équilibre dans notre vie, dans notre morale. Voilà, en gros. En gros, ça fonctionne comme ça. J'essaie des termes relativement simples pour que ça parle à tout le monde, parce que je peux vous garantir que c'est beaucoup plus élaboré que ça. C'est maximum. Alors, les liens à la mer. Alors, le S a disparu. Ma foi, c'est coquin quand même. Hein. J'ai marqué les liens tout à l'heure. Je l'ai relu 3 fois et ça s'est effacé. Flûte alors. Les liens à la mer. Alors, c'est très très important de considérer que beaucoup de choses se passent dans ce fameux lien à la maman. Pourquoi? Parce que contrairement au règne animal, vous voyez en bas, j'ai marqué que nous avions une grande différence avec le règne animal. Pourquoi? Parce que quand vous regardez un petit lionceau ou une petite gazelle ou un petit cheval, un petit poulain qui naît, quel est le réflexe premier de l'animal? C'est de se mettre debout. Il ne va pas attendre 18 mois pour le faire. Hein. Il va se mettre debout direct. Pourquoi? Parce qu'il en va de sa survie. Il en va de sa survie et il arrive très souvent aussi que les animaux se retrouvent abandonnés tout bébés et doivent se débrouiller. Et il y a même des animaux, alors je ne connais pas les noms, mais je sais qu'il y a des animaux qui se retrouvent sans parents dès qu'ils naissent parce que le parent a fait le job de le mettre au monde et basta. Quoi. Sauf que là, l'enfant, nous, en tant qu'être humain, nous avons besoin de notre parent pour nous nourrir. C'est notre référence première. Donc, l'équilibre psychologique de l'enfant va dépendre, comme je vous le disais tout à l'heure, de sa première étape qui est la construction affective avec sa mère. C'est sa maman qui va lui apporter cette sécurité, cet amour, de l'accompagner dans sa vie. Et dès sa naissance, ça même,
Même, je le note, hein, même pendant le temps de gestation, parce que c'est pareil, dans le ventre de maman, on perçoit énormément de choses, même si sur un plan spirituel, l'enfant est protégé par sa guidance, l'enfant est protégé par l'énergie de son guide, et il lui arrive très peu de choses, même s'il y a du stress qui est bien évidemment transmis, il est quand même relativement protégé. Et jusqu'à ces 2 ans, voire même un petit peu au-delà, les 2 ans, c'est quand on commence à être sur l'angoisse du nourrisson, sur la séparation avec maman. Eh bien, l'enfant, il a besoin de cette protection, de cette fusion, de cet équilibre avec sa mère, contrairement aux animaux qui, eux, ont besoin tout de suite de se mettre sur leurs 4 pattes ou sur leurs 2 pattes pour naître, dès qu'ils arrivent, en fait, pour survivre. Eh bien, nous, non. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin justement d'avoir un parent avec nous pour nous aider. Et en fait, en faisant cela, l'enfant s'identifie à la mère et tellement dans cette fusion avec sa mère, cette fusion va permettre donc à cet enfant de devenir une partie de son parent par manque justement de maturité, contrairement à un fan, par exemple, qui lui va être obligé de se mettre sur ses 2 pattes direct pour pas se faire toper, sur ses 4 pattes pour pas se faire attraper par les chasseurs. Eh bien non, cet enfant, lui, il va complètement s'identifier et ça arrive, on la voit cette fusion à quel moment? Quand le bébé va mal, quand le bébé est malade, comme je l'ai noté sur le diapo sur les pathologies, quand le bébé va mal, souvent, c'est parce que le parent ne va pas bien. Et pour que le parent vive, l'enfant ne va pas hésiter une seule seconde à prendre la pathologie de la mère pour la soulager de manière inconsciente. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ça montre à quel point c'est puissant. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Les liens mère-enfant sur les 3 premières années de vie, j'ai envie d'aller jusque-là, ce n'est pas quelque chose à négliger. Au contraire, ça demande une très grande écoute et une très grande vigilance. C'est ce qui va faire la base, le socle, les racines de la construction psychologique de l'enfant et sa construction émotionnelle. C'est un équilibre plus qu'essentiel. Pardon, j'ai entendu un bruit, j'ai eu peur, j'ai entendu un bruit. Oh, c'est le feu. Donc voilà, c'est vraiment, j'insiste, c'est vraiment quelque chose de très important parce que beaucoup de choses se passent là. La force ou la faiblesse de cette partie du moi, du nourrisson, sera en fonction de la capacité de la mère de l'enfant à combler ses besoins de toute nature, lui permettre l'équilibre, et ce, en fonction de l'équilibre même de la mère et de ses ressources psychologiques et psychiques. Et oui, si nous avons une maman complètement déséquilibrée et perdue, complètement dépressive, oh ben faut pas chercher, l'enfant lui-même sera aussi dans la dépression. Voilà, si vous avez un enfant ou si vous connaissez dans votre entourage des enfants qui sont dans cette problématique, extrêmement nerveux, extrêmement... Regardez comment fonctionne la mère, vous verrez, il y aura probablement des similitudes par rapport également à l'enfant. Alors, justement, cette angoisse du nourrisson qui est un passage obligé. Alors, on n'en parle pas souvent. Hein. Moi, je sais que quand j'ai eu mon fils, on m'a jamais parlé d'angoisse du nourrisson. Hein. Je ne savais pas du tout. On m'a jamais parlé de ça. Les pédiatres n'en ont jamais parlé, les sages-femmes encore moins. Donc, l'angoisse du nourrisson est une étape extrêmement importante dans la vie d'un enfant. D'accord? L'angoisse du nourrisson, elle sera accentuée, si vous voulez, si on laisse l'enfant pleurer beaucoup trop souvent, car cela va renforcer, si vous voulez, chez l'enfant, cette notion de vide. Et pour permettre au cerveau de se développer correctement, il faut commencer par amener à l'enfant cet affectif rassurant. D'accord? Pourquoi? Parce que l'enfant doit être considéré non pas comme un objet ou comme quelque chose qui n'a pas de vie, qui ne comprend rien, qui ne pipe rien quand on lui parle, bien au contraire. L'enfant doit être considéré comme un individu à part entière et non pas comme un objet. Même si votre enfant n'a que quelques mois et que vous vous absentez, sans vous faire culpabiliser, mesdames et messieurs, simplement parlez-lui, dites-lui ce que vous faites et où vous allez, c'est très important. Vous verrez, votre enfant ne ressentira pas l'angoisse de ne pas vous voir partir, mais surtout il ne ressentira pas votre angoisse de le laisser. Et c'est important, je pense, de tout leur dire. Le processus normal dans la vie du nourrisson par rapport à cette angoisse, c'est dès 8 mois jusqu'à 18 mois, il est essentiel de rassurer ce bébé et de ne pas véhiculer chez lui des angoisses supplémentaires dues à votre absence, car l'enfant a besoin de celui, de celle qui la nourrit
pour se sentir en sécurité et ne pas se sentir abandonné. Contrairement au petit lionceau qui, lui, pas de problème, poète poète tralalaire, il peut partir dans sa savane sans problème. Même s'il est tout seul, Simba, c'est pas un problème pour lui, il peut y aller. Mais nos enfants, eux, ils ont besoin de nous. Donc, il faut absolument aider cet enfant dans ces périodes-là. Et c'est là où il va y avoir le plus. C'est un cap à passer, hein. Et l'angoisse du nourrisson est une étape extrêmement importante car c'est la première rupture quelque part. D'accord. C'est la première rupture au travers de laquelle l'enfant doit s'adapter. Il doit être rassuré en permanence. Souvent, les gens vous disent: oh là, mais il pleure, laisse-le pleurer, c'est pas grave, c'est du caprice. Pas forcément. Pourquoi? Parce que pour lui, la peau, le contact, pour lui, ça le rassure. C'est une sécurité. D'accord. Donc, il a besoin de cette peau et de cet organe qui le recouvre et qui le tient dans ce corps. Et c'est cette limite entre son intérieur et l'extérieur. Donc, il a besoin d'être rassuré en permanence, et cela fera de lui un adulte beaucoup plus rassuré et moins dans la peur d'être abandonné. Il faut penser à la construction en tant qu'adulte, d'accord? Je pense que c'est important. Voilà, ça va permettre à l'enfant de devenir un adulte beaucoup plus épanoui. Donc, j'aide mon enfant dans cette période. Je lui permets de prendre le temps de s'adapter. Donc, j'essaye d'être le plus patiente possible. Il faut vraiment faire preuve de patience. Chacun évolue à son rythme. J'habitue surtout l'enfant à voir du monde. Il y a beaucoup de gamins qui voient personne et que quand ils arrivent chez les gens, ils sont même pas capables ils sont cachés derrière leurs parents. Ils sont pauvres gosses. Ils n'arrivent pas à dire bonjour, ils n'arrivent pas à s'approcher. On dit même que certains sont sauvages. Ben, c'est pas pour rien. Les pauvres gosses, c'est pas de leur faute. Les parents, des fois, ne les mettent pas au contact d'autres enfants ou autres, et c'est un gros problème. Parlez-lui de tout et de tout ce que vous faites dans votre travail, quand vous partez, quand vous allez faire les courses, quand vous vous absentez, quand vous le laissez chez quelqu'un. Expliquez-lui, dites-lui, et éventuellement laissez-lui une partie de vous, une écharpe, un doudou, un machin avec votre odeur, si ça peut le rassurer. Voilà. Mais vraiment, soyez à l'écoute. Soyez vraiment à l'écoute de tout ceci. Ce sont des petits détails qui peuvent faire, je vous garantis, la différence. Parce que en psychogénéalogie, on se rend compte que la névrose se transmet dans l'inconscient familial et qu'elle continue à faire des dégâts de manière importante sur le long terme. D'accord. La névrose, c'est la pathologie du conflit physique, d'accord, psychique, je veux dire. Elle est là, elle amène le doute, la culpabilité, elle amène les angoisses, elle amène le refoulement. Et vraiment, si on peut gagner un petit peu dans la construction de l'enfant juste par rapport à ça, putain, c'est pas négligeable, quoi. D'accord. Voilà, c'est maman qui permet, si vous voulez, à l'enfant de trouver ailleurs ce dont il a besoin. L'enfant ne peut pas rester sclérosé psychologiquement et émotionnellement, accroché à sa mère ou accroché à celle ou à celui qui le nourrit. C'est simplement lui laisser, lui permettre, lui dire: c'est ok, c'est rassuré, tu peux partir, tu peux t'éloigner, moi je suis là. Voilà, c'est permettre à l'enfant simplement de pouvoir se dévoiler, se déplier, et lui laisser l'autorisation de partir quand il est prêt. Voilà, c'est très important vraiment de considérer les enfants en bas âge, pas comme simplement des tubes digestifs, mais vraiment les considérer comme des êtres remplis d'émotions et de sentiments, et qui n'ont pas beaucoup de moyens de communication, mais les ressentis et vraiment la sincérité et l'ouverture du cœur, c'est très très important quand on est une maman, même un papa. Faites ressentir à vos enfants que c'est ok. Accompagnez-les sur ce chemin. Vous verrez, vous gagnerez énormément de choses. Oh, il m'a encore souligné l'hystérie alors que je l'avais effacé. Canva, franchement, au prix où ça coûte, c'est pas terrible. Hein. Alors, la névrose, elle a différents états. Ah oui, la névrose, il y a différents états. La névrose, voilà, il y a différents types et de degrés de névrose. Donc, l'hystérie qui peut trouver son origine dans un ancien conflit refoulé. Elle se transfère sur le plan physique. Par différents troubles, hein, comme l'épilepsie, le coma, la paralysie.
c'est quelque chose qui est indépendant de la personne. D'accord. C'est vraiment quelque chose c'est quelque chose que la personne, par contre, elle ne peut pas dominer, quoi. Elle ne peut pas le contrôler. Une personne hystérique, quand elle pète un câble, vous avez vu, elle a les cheveux en l'air. Malheureusement, c'est quelque chose de terrible. La phobie, elle, est une angoisse qui est complètement démesurée. Les gens qui ont la phobie des araignées, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, c'est vraiment quelque chose de démesuré, qui est déclenché par donc un lieu. J'ai la phobie des avions, j'ai la phobie des ascenseurs, une situation, un animal, n'importe. Il n'y a aucun signe de dangerosité avant-coureur pour la personne, mais il y a quand même une angoisse, il y a quand même une névrose, il y a quand même un truc qui se trame, il y a quand même un truc qui se cache derrière. Donc là, on va aller chercher un petit peu ce qui se passe et on va remonter un petit peu le fil du truc. Regarder dans l'arbre éventuellement s'il y a d'autres personnes qui sont dans ce truc-là et essayer de remonter un petit peu, voir jusqu'où vous pouvez aller. Sur le plan des obsessions, la névrose obsessionnelle, c'est cette espèce de pensée automatique qui s'impose à l'esprit de la personne contre sa volonté. Alors là, ça va amener vraiment des actes complètement incohérents, absurdes, voire même dangereux, hein, avec beaucoup de tension, des grandes fatigues. C'est vraiment, voilà, on fait le ménage toute la journée sans s'arrêter. On pose le verre sur la table parce qu'il faut qu'il soit posé sur la table. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui amène la personne vraiment à avoir une vie très très difficile et l'entourage également. Donc, étant tous des êtres d'émotion, nous avons besoin d'équilibre dans les premiers instants de vie pour nous construire. Et surtout, nous avons besoin d'extérioriser nos émotions. Et faire cela, c'est un acte essentiel pour notre évolution et la compréhension de nous-mêmes. Alors, nous sommes dans une société aujourd'hui où extérioriser ses émotions, c'est signe de faiblesse. Voilà, tu es une fiotte si tu montres tes émotions. Voilà. Alors que non, plus on avance, plus nos enfants, nos petits sont hypersensibles. Et il y a des gens adultes aujourd'hui, même âgés dans l'âge, qui se rendent compte qu'ils ont été toute leur vie dans l'hypersensibilité, la vulnérabilité, et qui sont emmurés derrière des masques pour plaire à la société. Et donc la base de cette construction affective est la clé de notre équilibre. Et toutes les carences et les autres manques vécus, ça va amener un vide en nous et des comportements vraiment négatifs. Donc vivre dans l'excessif, dans le tout ou dans le rien, dans la fuite ou dans le coup de tête, vraiment tous ces comportements, ces conditionnements, de toute façon le conditionnement, je vous l'ai déjà dit, hein, quand il s'installe dans une conversation, quand il s'installe dans une situation, observez un petit peu les gens quand ils sont dans le conditionnement, vous posez une question et si la personne elle est dans le conditionnement, elle va se raidir sur le haut du corps. Certains vont avoir même le visage qui va changer ou la voix qui va changer. Un petit peu comme s'il y avait driver automatique qui s'installe. Et voilà, ça vous permet un petit peu de voir, ah ben là, t'es dans un conditionnement, d'accord, ok. Je prends des pincettes. Donc l'état névrotique n'est autre que le résultat de la non-expression de nos conflits intérieurs et de la non-expression de nos émotions, en fait. Le but, c'est on garde, on dit rien. Et surtout, il n'y a jamais de remise en question. Ah non, non, non. La personne qui est dans cet état-là, c'est pas de sa faute. Et puis c'est surtout, ça prend pas ses responsabilités. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des choses qui sont complètement... elles ne peuvent pas contrôler, c'est OK. Mais la névrose ne se remet pas en question. Il n'y a pas de remise en question. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de remise en question. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de la personne, de savoir où elle en est. Si vous lui dites, ben, il t'arrive ça, ça et ça, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Si la personne vous dit non, eh ben, ce sera vous le problème. En gros. Donc, les travers de la névrose. Alors le névrosé, lui, il est dans l'incapacité de créer. Il est souvent dans l'échec et il se conforte généralement à tout un tas d'interdits. Lorsqu'une partie de lui n'est pas complètement construite, surtout cette fameuse base, ce fameux socle n'est pas construit, cela peut provoquer en lui différents degrés de névrose. D'accord ? Donc c'est un sujet qui peut être... c'est une personne qui peut être sujet à la dépression. Il peut être sujet à la mélancolie. Donc cette perte d'amour pour soi et peut même aussi aller jusqu'à avoir des symptômes suicidaires, hein, c'est possible aussi. C'est vraiment quelqu'un qui tombe souvent sous le jeu de la dépendance affective, qui peuvent aussi aller jusqu'à être dans des relations narcissiques. Alors le névrosé, lui, sera souvent dans la recherche de reconnaissance de ses parents. Ou alors ce sera toujours la faute à papa-maman.
Et puis, il sera surtout beaucoup dans l'idéalisation de toute situation qui dérange. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une bonne raison, même si la situation ça va pas, on va minimiser le truc. On va toujours réussir à idéaliser même ce qu'il y a de plus terrible. Et un grand sentiment de culpabilité vis-à-vis de la société de toute façon. Voilà quoi, la société c'est de la merde. En gros c'est ça. Alors, ce sont des états qui font partie du jeu. D'accord. Alors, à un moment donné, ça peut paraître normal à certains degrés de notre vie, hein, mais c'est tellement mal perçu par la société euh, que voilà, c'est une personne qui est dans ces états-là. Aujourd'hui, je sais qu'on est très fermé dans notre société à toutes ces personnes qui sont en souffrance de cela, qu'elles le fassent de manière consciente ou non. Les personnes qui sont malades dans ce goût-là, ben, nous, notre société, elle n'en veut pas, quoi. C'est très catalogué. Donc pour se libérer de la névrose, ben, il est essentiel de travailler sur sa propre construction. Il faut repartir dans son enfance, il faut repartir sur ce que papa, maman m'ont appris, surtout maman, sur le lien à la mère, sur vraiment... ouais, il faut repartir sur vraiment cette construction, ce socle. Qu'est-ce qui m'a construit? Comment j'en suis arrivée là? Donc, réfléchir à ces blocages nous permettra de sortir de la névrose. Il faut réfléchir à ces différences, il faut réfléchir à ces croyances que nous avons cumulées depuis toutes ces années pour revenir à une forme de réalité de ce qui se passe là, maintenant, en fait. C'est très important, d'accord. Ce qui est marrant, et c'est vrai, parce que personnellement, je l'ai quand même un petit peu expérimenté, c'est vrai que le couple, quand vous êtes dans une vie de couple, les névroses de l'enfance peuvent refaire surface version adulte. D'accord. Donc c'est vrai que vu que tout est en perpétuel mouvement, la vie est tellement bien faite, si vous voulez, que c'est pas pour rien qu'on rencontre nos conjoints. Pourquoi? Parce que le couple, lui, va nous positionner face donc à ces fameuses blessures anciennes que nous avons bien évidemment à régler. Et en fait, le couple, lui, va représenter le même lien mère-enfant, mais version réparation. Voilà, ça va être une espèce de compensation. Bon, en plus douloureux parce qu'on est des adultes, on n'est pas des enfants, donc on n'y va pas de main morte. Hein. Mais ça arrive très souvent que les problèmes névrotiques de notre enfance ressortent dans le couple, puisque on est sur une notion d'affectif en fait. Donc c'est marrant de pouvoir justement travailler. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est je me dis ben voilà, j'ai pas réussi à régler ça dans mon enfance, ben je vais le régler dans mon couple. Et pour les gens qui sont très à l'écoute de ça et qui sont très attentifs, ben même moi hein, ça m'arrive hein, quand je vois avec mon conjoint comment je fonctionne des fois, je me pose des questions et ma guidance me renvoie à mon enfance et me renvoie par exemple à l'image que j'ai par rapport à mon père, par rapport au masculin, et ça va me renvoyer des choses sur des carences affectives. Et je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire le lien entre ces deux-là. C'est vraiment salutaire. Pour moi, c'est une super thérapie, en fait. Donc, le névrosé est très souvent projeté sur l'extérieur. Le retour à soi et à son intérieur, c'est vraiment très important. Il faut vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi avant d'aller juger à l'extérieur et dire que c'est la faute à tout le monde. Et donc, comme je le disais, les souffrances de l'enfance ressortent dans notre relation de couple. Mais bon, décuplé x 10, hein, bien sûr. Et il peut être bon à tout à chacun de faire voilà, cette espèce de travail de thérapie de qu'est-ce que, et ça vous pouvez le demander à votre guidance, qu'est-ce que mon conjoint veut me renvoyer dans cette situation, qu'est-ce que ma conjointe veut me renvoyer dans ce que je vis aujourd'hui. Ça peut vous donner énormément de réponses. La dépression. Alors la dépression, on parle plus de dépression aujourd'hui peut-être que de névrose. On entend plus souvent les gens dire qu'ils sont en dépression. La dépression, c'est pareil, hein, ça fait partie de ces maladies que la société n'a pas envie d'en entendre parler. La plupart des gens qui se disent dépressifs, certains disent que c'est de la comédie. Beaucoup de gens utilisent la dépression pour se mettre en arrêt de travail et voilà parce que, comme disent certains, moi je l'ai déjà vu dans le monde du travail. Hein, la dépression, c'est la seule chose qu'on ne peut pas prouver par A plus B. Donc, vas-y, fonce, mets-toi en arrêt, on s'en fout. Dis que t'es en dépression, c'est OK. Sauf qu'une véritable dépression, qu'elle soit réactionnelle ou qu'elle soit sur le long terme, c'est vraiment quelque chose de lourd.
qui peut amener à vraiment partir très loin et avoir du mal à revenir. Donc c'est une maladie psychique qui se caractérise par des troubles de l'humeur. Suivant à quel degré vous en êtes au niveau de la dépression, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Elle peut être passagère. Alors, si on part, par exemple, par rapport à un deuil, où on est au boulot, on se fait harceler, ou voilà, s'il y a des choses un petit peu comme ça, bon, on essaye de mettre les choses en place pour pouvoir s'en sortir et se faire suivre. Ou elle peut également s'installer sur le long terme lorsque ce que l'on appelle l'anéantissement, la source du problème est vraiment trop présente et insurmontable. Ça peut durer. Je crois que c'est au-delà de 2 ans, c'est pathologique. Mais chez certaines personnes, ça dure, ça dure, ça dure. C'est une période de stress qui est tellement intense, une période de stress qui est accumulée depuis tellement de temps, qui peut avoir des répercussions négatives sur le corps de la personne. C'est quelque chose qui peut être vraiment néfaste. Donc ça peut avoir énormément de causes et de conséquences. Et la dépression, c'est vraiment, ça peut aussi être vu comme un espèce de point d'alerte. C'est-à-dire que la dépression, en fait, c'est que vous êtes en pression tellement haute que finalement, vous allez devoir dépressuriser. Donc, quand vous vous tapez la tête dans le plafond, vous, à un moment donné, vous allez redescendre les 2 pieds sur terre. Donc, quelque part, certains disent que la dépression, finalement, c'est une bonne alerte parce que ça veut dire que la personne est arrivée à un point tellement bas de souffrance qu'elle est obligée de remonter quoi qu'il arrive. Enfin, du moins, on va l'aider, pour ceux qui peuvent être suivis, on va l'aider à remonter quoi qu'il arrive, on va faire le maximum. Et donc, ça va permettre aussi la dépression, ce qui peut être un bon signal, c'est de mettre au jour ces fameuses angoisses. Et tout ce mal-être profond qu'on a gardé en soi, parce que la dépression, en fait, c'est une espèce d'accumulation d'événements que l'on garde à l'intérieur de soi. Quand elle est sur du long terme, même passagère, on garde, on garde, on garde. Et à un moment donné, ben, ça lâche, quoi. À un moment donné, ça lâche. Et il faut être à l'écoute des personnes qui sont dans ces états-là, parce que certains peuvent aller jusqu'à l'extrême. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut être bon de surveiller et d'être ouvert sur la discussion avec cela. Parlez-en à un thérapeute, à votre médecin traitant. Si vous avez des traitements pour la dépression, faites au mieux pour vous. C'est très important de penser à vous et à ce qui vous fait du bien dans ces moments-là. Donc la cocotte minute, hein, on peut le symboliser comme ça, qui explose, hein, c'est le gage d'arriver finalement, comme je vous le disais, au bout de ce que l'on a pu donner ou subir. Et c'est un signal de chute dans les profondeurs finalement de nous-mêmes. Et c'est ça qui va nous amener, qui va nous amener justement à aller explorer qu'est-ce qui se passe au fond de nous pour que j'en arrive là finalement. Donc sortir de la dépression, bien évidemment, c'est possible. C'est s'arrêter, c'est se mettre en pause pour faire baisser les constantes. Hein, parce que la cocotte minute, elle est partie tellement haut dans l'unière, et temps de la récupérer. C'est aussi baisser les armes, en fait, laisser tomber les armes et se rendre à l'évidence que ça va pas, quoi. C'est accepter de laisser sortir toutes ces émotions et de montrer ce côté vulnérable. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où montrer sa fragilité, montrer son émotionnel, montrer son côté fleur bleue, ben oh là là, ouh, elle nous emmerde celle-là. C'est ça en fait. Mais non, c'est tellement essentiel. Mais les gens qui se mettent des carapaces et des masques et des coquilles de Calimero, en veux-tu, en voilà sur la tête. Mon Dieu, quelle horreur. Mon Dieu, quelle horreur. Parce que c'est pas ça. Il faut absolument sortir du jeu du paraître et de la façade pour montrer sa vérité, qui on est. Je subis des choses depuis tant d'années, je ne vais pas bien. Je mets ma vulnérabilité, ma fragilité au grand jour et putain que ça fait du bien. Il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est ok. Il y a un travail à faire sur l'estime et la confiance en soi, bien évidemment, parce que ça a été ramoné à des degrés, n'en parlons pas. Et lorsque l'on est sur du long terme, sur vraiment une dépression sur du long terme ou du transgénérationnel, on va essayer de choper la blessure originelle et voir si dans l'arbre, on n'a pas des gens à quel ancêtre est-ce que je suis reliée, à quelle blessure est-ce que je suis reliée, à quel deuil est-ce que je suis reliée. Pourquoi est-ce que ma mère a toujours été en dépression? Pourquoi ma grand-mère a toujours été en dépression? Et pourquoi moi, au même âge, je suis aussi en dépression? À telle date d'anniversaire aussi, ça peut arriver, des dates d'anniversaire, c'est important aussi de jeter un œil là-dessus.
Alors, notre société, notre merveilleuse société d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui dispose un être dépressif comme étant un individu faible et fragile, bien évidemment, beaucoup luttent pour être et rester dans le paraître plutôt que d'accepter leurs conditions et se faire accompagner. Et oui, faut être fort, mon fils. Ne montre pas que tu es faible, c'est surtout pour les hommes. Autant quand une femme est dépressive, bon, ça passe crème parce que voilà, la charge mentale, elles ont les gosses à s'occuper, le travail, mettre au boulot dodo. Une femme dépressive, ça passe mieux sur le papier. Un homme dépressif, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Il y a beaucoup de mecs qui sont dépressifs, ils ne disent rien. Ils sont solides, ils sont costauds, ils vivent des choses terribles, que ce soit des relations compliquées avec des pervers narcissiques ou des perverses narcissiques, que ce soit du harcèlement au travail, que ce soit des deuils non dépassés. Eh ben non, on va rien dire, on va prendre sur soi, on va se jeter dans le travail, on va se jeter dans je sais pas quoi. Et puis quand la cocotte minute est pète et qu'on fait un AVC ou qu'on fait un infarctus, eh ben là, voilà, peut-être qu'on essaye éventuellement de se remettre en question. Mais ça n'est pas facile pour tout le monde puisque c'est en fonction de ses conditionnements et en fonction de son éducation. Sois fort. C'est surtout ce genre de choses qui vont, voilà, qui vont être mises en avant. Alors, éventuellement, je peux m'interroger, voilà, par rapport à cette dépression, si je sens que ça fait longtemps que je suis en dépression et que je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Qu'est-ce qui m'a conduit dans cette dépression? Ai-je le sentiment de ne plus connaître la joie ou l'amour? Qu'est-ce qui pourrait me motiver à quitter cet état d'être? Et quel autre choix aurais-je pu faire plutôt que celui de me laisser aller ainsi? Car il n'y a pas de jugement dans tout ceci. Chacun vit les choses à sa hauteur avec ce qu'il peut en matière de bagage aussi bien émotionnel que conditionnement et éducation. Euh, voilà. Faites-vous accompagner par un thérapeute qui sera à l'écoute et qui saura vous faire prendre conscience de ce qui se passe. Parce que ce qui est important pour chacun d'entre vous, les enfants, c'est de prendre conscience que ça vous pète à la cervelle. C'est de prendre conscience, de faire le lien entre la cause et l'effet pour que vous puissiez vous en dépêtrer. Parce que, et là on va le voir justement, parce que nous attaquons les amis, les addictions. Nous parlons des addictions. Et donc justement, par rapport aux addictions, c'est pareil, il faut prendre conscience de l'origine du problème. Donc l'addiction, les amis, c'est un trouble qui apparaît lorsque l'on ne peut plus se passer d'un produit, d'un comportement, malgré l'aspect nocif pour soi. Et oui, parce que voilà, certains sont addicts. Alors on peut être addict à beaucoup de choses, hein. On pense souvent à l'alcool et à la drogue, mais ça peut être la cigarette, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être la nourriture, ça peut être les médicaments, les jeux vidéo, messieurs les gamers, ça peut être aussi le travail, ça peut être tout un tas de choses, d'accord? À partir du moment où c'est quelque chose, pardon, de continu, d'habituel, de répétitif et qui est nocif pour la santé, pour votre bien-être, signal d'alarme. D'accord? C'est important. Alors, quelle que soit l'addiction, les amis, dites-vous une chose, il y a une raison, rien n'est fait sans raison. D'accord? Euh, c'est comme ceux qui, vous savez, arrêtent la cigarette, par exemple, on va prendre la cigarette, ça a l'air d'être le plus... ceux qui sont en désintox ou autres. Voilà, certains arrivent à se dépêtrer de tout ça, mais rechutent. Alors, rechutent de différentes façons. Certaines personnes vont par exemple arrêter la cigarette et vous remarquerez souvent que les personnes qui arrêtent la cigarette prennent du poids. Donc, bien évidemment, on remplace une addiction par une autre. Donc, c'est pas très concluant. Soyez à l'écoute. Alors, il y en a certains qui vont s'en sortir et qui vont faire une thérapie, c'est ok, qui vont prendre des patchs et des machins, ça va marcher, c'est ok. Mais certains où ça sera plus subtil, plus en profondeur, où là, par contre, ils ont besoin d'être soutenus et d'être accompagnés et pouvoir aller chercher au fond d'eux cette capacité à se détacher de leur addiction. Mais surtout partir à la recherche de la raison du besoin. Pourquoi? Parce que derrière une addiction, les amis, il y a un besoin. Ça ne suffit pas de travailler sur l'addiction en elle-même, si vous voulez. Il faut déterminer le besoin. Qu'est-ce que je remplace? Alors, je dis souvent que la cigarette, c'est le doudou. C'est comme les enfants. Regardez les enfants quand ils sont fatigués le soir et qu'ils ont un besoin de quelque chose, ils prennent leur doudou et c'est pareil, quoi. Et la cigarette ou autre addiction, c'est une canne pour marcher, c'est un doudou pour s'endormir. Il faut dépasser le besoin pour pouvoir être comblé, si vous voulez. Il faut trouver quelle est la raison. Il va falloir la déterminer en premier, déterminer le besoin. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Pourquoi est-ce que je dois aller chercher un produit de substitution?
Euh, voilà, pour trouver ça, quoi. En psychogénéalogie, on s'attaque à deux types d'addictions. La fidélité à l'addiction dans la famille, d'accord? On est addict de famille en famille, de génération en génération. Et l'addiction qui nous sert à combler un manque. Alors nous allons voir ça ensemble, jeunes gens. Alors il est nécessaire, les amis, d'amener à sa conscience l'origine de l'installation de cette addiction dans sa vie pour la supprimer définitivement. Parce que je pense que ça ne suffira pas. Pour ceux que ça ne marche pas, autant certains ça va peut-être fonctionner, mais pour ceux pour qui ça ne marche pas complètement, où il y a rechute, où il y a une autre addiction qui s'installe derrière, le problème n'est pas réglé. On est encore sur la notion de besoin. Alors l'addiction dans la famille. Donc certaines familles ou générations comportent des addictions similaires. Regardez dans l'arbre lequel a la même addiction que vous. Donc si ça vient de mon aïeul, quel que soit le degré, je vais aller chercher pourquoi lui il en est arrivé là. Pourquoi tu me l'as transmis, pépère? Certaines addictions s'installent devenant des valeurs familiales. C'est normal, ça devient normal, c'est ok. Ce qui résulte d'un fonctionnement normal, malgré que ça fasse souffrir, on s'en fout, c'est normal. Chez nous, c'est comme ça marche comme ça. en gros, on peut le voir un petit peu comme ça. D'accord. Alors, c'est pas forcément présent chez tous les membres de la famille, hein. Ça peut être intéressant d'analyser les liens, les dates anniversaires. Vous pouvez regarder les prénoms, l'ordre dans la fratrie, si vous êtes sur le carré magique, père et impair, qui remplace qui, ou alors déterminer s'il y a une loyauté, ou alors une personne précise dans la famille. Ça peut aider. Euh, alors voilà, le but, c'est d'essayer de trouver cette origine, quoi. Trouver l'origine de cette loyauté au travers de cette addiction. Même si l'addiction, elle est nocive, elle est destructrice, dites-vous une chose, quand ça devient une valeur familiale, ça devient normal, c'est pas facile de changer ça. Donc, pour s'en sortir, l'idéal, c'est d'analyser les liens entre les personnes, de déterminer la loyauté ou alors la personne ou la situation isolée, si c'est pas... Travailler sur la loyauté à la pathologie, d'accord? La confiance et l'estime de soi, et comprendre en quoi l'addiction devient positive. Pourquoi est-ce que l'addiction devient positive à un moment donné? Mais parce que quand on est dans cet état-là, il y a beaucoup de monde qui s'occupe de nous généralement. Ça nous dispose dans un espèce de confort où on est là, quoi. Ils n'ont pas vraiment, certains n'ont pas forcément à s'occuper de tâches du quotidien où ils savent qu'ils auront toujours un ange gardien qui sera pas très loin. Donc certains, des fois, c'est seulement se sentir exister au travers de ça. C'est-à-dire que certains, parce qu'on s'occupe d'eux, ils se sentent exister. Donc il y a peut-être un problème sur ça à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un parcours intéressant à aller piocher. Donc si le changement devient résistance, il est bon de travailler sur les aspects, mais les trucs n'ont pas arrêté de bugger, positifs et négatifs de l'addiction, et se faire suivre par un thérapeute, les amis. Ah oui. Regardez ce que ça nous amène sur le plan négatif, sur le plan positif. Regardez un petit peu, si ça devient trop persistant. Ensuite, nous avons l'addiction pour combler un manque. Alors, cette addiction, elle est utile un temps donné pour mettre un traumatisme de côté afin d'atténuer l'insoutenable. On met ça sous le tapis, j'ai pas envie de le voir. Donc, une séparation, un deuil, c'est très souvent comme ça. Quelqu'un qui divorce, qui n'a pas supporté son divorce, ben voilà, il va installer une forme d'addiction qui peut être l'addiction au jeu, qui peut être l'addiction à l'alcool, même l'addiction à avoir une relation toxique juste pour se sentir exister. C'est possible aussi, hein, parce qu'on peut être dans l'addiction au sexe, hein, ça peut exister. L'addiction s'installe et permet à celui qui porte la souffrance d'avancer et de faire face. Mais quand l'addiction, quand le substitut, par exemple, si c'est une relation toxique, par exemple, vous avez vécu une séparation et puis juste derrière, vous êtes en couple avec une personne qui est extrêmement toxique pour vous. Ben, le fait que cette personne soit là de temps en temps, ça va combler le manque, mais quand elle n'est plus là, si par exemple vous êtes dans une triangulaire, quand la tierce personne n'est plus là parce qu'elle a sa vie à faire, vous vous retrouvez tout seul. Ce qui veut dire que vous allez faire remonter à la surface la souffrance, mais vous n'avez pas envie de l'avoir, la souffrance. Donc vous allez retourner vers ce substitut qui est une tierce personne, même si cette tierce personne est une pourriture finie, vous allez quand même aller vers lui ou vers elle, parce que c'est la seule manière pour vous, pendant un laps de temps, d'être dans ce voile d'illusion de cette souffrance, en fait.
Donc, l'addiction s'installe et permet à celui qui porte la souffrance d'avancer et de faire face, de prendre le produit ou le comportement comme un doudou pour combler le manque, en fait. Même si ça nous fait souffrir, même si pour juste un laps de temps, on peut effacer la souffrance, juste une demi-journée, ça sera déjà pas mal. Et l'addiction, elle s'installe comme ça, en fait. On la nourrit de cette manière-là. Alors, comment on s'en sort? On trouve la cause principale. On détermine la loyauté ou, à contrario, une situation isolée. On travaille sur le manque d'amour et la reconnaissance et on travaille sur le deuil pour ceux qui sont dans des cas de deuil ou pour ceux qui sont dans des manques d'amour et de reconnaissance. On travaille là-dessus. Alors, je peux m'interroger aussi sur ça. Si je devais changer une chose dans ma vie, quelle serait-elle? Qui est celui ou celle qui me manque tant? Pourquoi j'ai commencé et quelle fut la situation de départ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, paf, ça a pété, si je puis dire. D'accord? Donc là, c'est pareil, hein. Faites-vous accompagner d'un thérapeute, c'est très intéressant. Les thérapeutes ont le discernement que vous ne pouvez pas avoir sur votre situation. Et les thérapeutes peuvent toujours vous apporter un regard bienveillant et vraiment quelque chose de bénéfique pour vous, hein. Ils sont là pour vous aider. Nous sommes là en tant que thérapeute pour vous accompagner à voir ce qui cloche, que vous n'avez pas envie de voir, ce que vous avez mis sous le tapis. Alors moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est que moi, je suis celle qui fait le ménage et qui lève le tapis. Et ça, les gens, ils n'aiment pas ça. Ma mère est espagnole et elle aime le ménage. Donc, c'est dans mes gènes. Donc maintenant, nous allons passer au trouble alimentaire, dernier chapitre. Alors le trouble alimentaire, d'où ça vient? Dites-vous une chose, depuis tout bébé, nos émotions conduisent vers l'information de la faim. Pourquoi? Observez. Quand le bébé il pleure, très souvent, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est parce qu'il a faim. Alors peut-être que c'est pas ça, hein, peut-être que c'est juste parce que il a juste un truc qui le gratte dans le dos ou qu'il a la lumière dans la figure. C'est peut-être juste ça. Hein. Mais non, très souvent, le premier réflexe, regardez autour de vous, le bébé il pleure, c'est qu'il a faim. Alors on regarde, hein, la maman, elle est là, elle écoute, hein, la maman elle regarde. Il a pris son biberon il y a une demi-heure, il a encore faim. Bon, je lui donne de l'eau sucrée, ça va le calmer. Je lui donne sa tétine, mais automatiquement quelque chose qui est en lien avec la bouche. Si le bébé pleure, cela veut dire qu'il a faim. Donc déjà, il y a une notion de je comble le manque par la faim. Merci les conditionnements. Alors donc très tôt, l'enfant peut associer l'émotion représentant le vide par l'alimentation, par exemple. En psychogénéalogie, on va travailler sur le rapport à la nourriture qui peut être en lien avec la mère, parce que c'est en lien avec celle qui nourrit. Le manque affectif maternel peut trouver son réconfort dans la nourriture. Et oui, ça peut être un indice vraiment très très important. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut être attentif. Si vous avez des troubles alimentaires, regardez quel rapport vous avez avec votre maman. Ça peut être intéressant. Donc l'anorexie, par exemple. L'anorexie, elle peut être passagère. Alors, ce que je vais vous présenter là sur l'anorexie, la boulimie, c'est vraiment très très vaste. Hein, parce que moi, c'est pas mon domaine. Et j'ai vraiment essayé de faire au plus simple, déjà pour moi, pour pouvoir vous le présenter. Et je ne suis pas spécialisée là-dedans. Donc pour ceux qui recherchent vraiment là-dedans, je peux vous aiguiller, mais pas complètement. Je tiens quand même à être sincère avec vous. Alors l'anorexie, elle peut être passagère. Elle peut être là juste le temps de digérer une situation difficile, une séparation, un deuil. Elle nous amène la perte de joie et la perte du désir de se nourrir, en fait. Chez les ados, c'est très courant. L'anorexie, elle vient surtout chez les ados dans le schéma de la peur de grossir, en fait, de manière à correspondre à tous ces codes, à tous ces dictats de beauté, n'est-ce pas? Quand on voit tous les programmes à vomir, excusez-moi du peu, de notre lumineuse télé, heureusement que la redevance n'est plus à payer, ma foi, c'est quand on voit le soir à 18h, sortie de lycée ou de collège, toutes ces lumineuses demoiselles qui sont très dévêtues, avec des corps, je ne sais pas comment elles sont fabriquées, sur une heure de grande écoute à montrer leurs attributs, je trouve que c'est dramatique. Et je trouve que c'est dommage parce que nous avons énormément de belles jeunes femmes sur cette planète, quelle que soit leur apparence, qui ont une énorme valeur. Voilà, je trouve que c'est dommage de vraiment se gâcher l'existence juste pour correspondre à un carré quand on est un rectangle ou un triangle. Alors, ai-je peur de grossir ou de devenir grosse? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et il faut travailler sur les émotions de rejet, l'incompréhension, l'abandon et la trahison. Alors, il y a quand même un lien
avec la mère et avec qu'est-ce que je n'ai pas nourri chez ma mère ou qu'est-ce que ma mère n'a pas nourri chez moi. Il y a un truc un peu comme ça, j'ai l'impression. On est dans la recherche de la perfection pour certains, être poussé par l'extérieur à devenir meilleur. Quand vous avez des parents qui sont très exigeants avec leurs enfants, qui veulent que leurs enfants réussissent et toutes les capacités dans tout pour réussir pour plus tard, même dans une intention tout à fait louable, sans être autoritaire, amène une éducation et un conditionnement de la perfection qui est finalement à l'effet inverse. D'accord. Il arrive très souvent que quand on prive les enfants de bonbons quand ils sont petits, non, c'est interdit, quand ils sont plus grands, ils sont dans l'addiction du sucre. C'est arrive. Parce qu'on a un driver dans la tête qui dit, mais moi j'ai vécu ça avec mes parents, plus jamais ça, donc je fonctionne à l'inverse. L'excès du dépassement de soi aussi, et s'obliger à être parfait pour être accepté, ça aussi, ça peut être un facteur d'anorexie. D'accord. Donc, le besoin de contrôle. Quand on a justement des parents qui contrôlent énormément notre environnement, tu mettras les vêtements que je te donne, tu feras les devoirs de la même manière que moi, je te dis de faire ça, tu fais ça. Il peut y avoir un driver dans la tête de l'enfant qui dit bah, c'est pas mon corps, c'est le mien, il n'y a que moi qui contrôle, donc c'est moi, j'en fais ce que j'en veux. Est-ce que j'éprouve de la satisfaction à défier les limites de mon corps, ce qui me permet d'avoir le sentiment de contrôler ma vie? Mes parents contrôlent ma vie matérielle, je contrôle ma vie corporelle, si je puis dire. C'est des questions qui peuvent être évitées. Apprendre à s'aimer, à faire les choses pour nous satisfaire, c'est très important. Et voir notre corps comme un ami essentiel qui nous permet d'évoluer. L'aide d'un thérapeute peut s'avérer les amis nécessaires. C'est pour ça que je le répète, faites-vous accompagner d'un médecin, faites-vous accompagner d'un thérapeute. La médecine de famille et la médecine allopathique peuvent vous aider, mais aussi la médecine alternative. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi être complémentaire. Nous avons également la boulimie. C'est allé trop vite, ma foi, la boulimie, qui est une manière de manger, qui est de manger de manière compulsive, pardon. Alors, au début, on se fait pas vomir, on mange, mais c'est quand on monte sur la balance et qu'on regarde le poids que là, quand on calcule les calories, les machins, on rentre dans un espèce d'état de panique en se disant, je vais pas correspondre au diktat de beauté de Monsieur Tout le Monde, donc je veux garder le contrôle. Je tape ma crise et à l'intérieur de moi, il se passe énormément de choses. Et donc, automatiquement, je me fais vomir. Alors, la boulimie, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, incontrôlable. Ce sont des crises qui sont incontrôlables. Donc, d'où l'importance, là aussi, une fois de plus, de se faire accompagner. Ça entraîne notamment, il faut aller regarder du côté des blessures de rejet, d'abandon. Ça peut être un point d'origine. Et prendre conscience que la nourriture, finalement, elle devient une consolation. Alors pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là, finalement? Donc la boulimie, pour s'en sortir, ben, il faut en parler. Il faut se faire suivre par un thérapeute, comme toute pathologie, hein, comme toutes les pathologies que nous venons de voir, les amis, sur le plan psychologique et psycho-émotionnel. Faites-vous accompagner. Travaillez sur la culpabilité, sur l'abandon, sur le rejet. Même si ce que je dis peut paraître être des paroles en l'air, et certains pourront dire, mais c'est facile de le dire quand on n'a pas de problème, c'est ok. D'où l'importance de se faire accompagner et d'essayer de comprendre comment je fonctionne. Comment je m'apprends à m'aimer, comment je reconnais ma valeur. Travailler sur la dépendance affective aussi, beaucoup pour certains. Parce qu'il y a une notion de manque en fait. Quand je vois toutes ces émissions à la télé où on fait des transformations de fringues et de cheveux pour une dame ou autre, ou pour une personne qui a des gros soucis de poids et qu'on s'imagine que c'est juste parce qu'on lui a fait un régime et qu'on l'a habillé en H&M que ça va s'en sortir, mais pas du tout. Nouveau look pour une nouvelle vie, c'était comme ça que ça s'appelait. Ouais, enfin bon, c'était juste le temps de l'émission, quoi. Enfin, je pense, hein. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer. Si c'est là, si c'est présent dans votre sphère de vie, c'est parce que vous êtes capable de le dépasser. C'est surtout très important. Certains peuvent se dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Parce que c'est votre âme qui l'a choisi et parce que vous êtes tout à fait en état physique, psychologique et sociétal de vous en sortir. C'est fait exprès. C'est votre âme qui l'a choisi. D'accord? Même si ça c'est difficile à entendre, c'est votre âme qui l'a choisi. Alors là aussi, je peux m'interroger. Est-ce que je crois que je ne suis pas digne d'être aimée? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai vécu une situation dans ma vie qui m'a fait dire je ne suis pas digne d'être aimée? Ça peut être dans l'enfance, dans l'adolescence. Voyez, ai-je pensé avoir fait souffrir celle qui m'a mis au monde par ma naissance? Est-ce que ma mère m'a toujours reproché que le jour de la naissance, ça s'est très mal passé et qu'elle a failli mourir à cause de moi, par exemple? Ai-je cru avoir posé des problèmes à mes proches par mes soucis médicaux? Est-ce que je suis dans la culpabilité de tout ce que je fais vivre à mon entourage?
Ai-je tendance à croire que tout est de ma faute? Est-ce que je suis une coquille de Calimero sur ma tête tous les jours? Est-ce que je culpabilise? Ça peut être aussi une direction. Donc, écoutez les amis, je suis très contente d'avoir fait ce diapo pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des précisions, si vous voulez échanger sur votre histoire, sur vos névroses, sur vos dépressions, sur vos problèmes de santé, je ne suis pas médecin, mais je peux vous aiguiller sur un plan beaucoup plus spirituel et transgénérationnel et vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe. Et ce sera avec grand plaisir que de vous accompagner sur ce chemin. Donc, n'hésitez pas à me raconter votre histoire, soin du corps et de l'âme@gmail.com, n'est-ce pas? Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Angélique Ferreira 46, et sur Facebook et YouTube, Angélique Psychogénéalogie Intuitive. D'accord? Ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Je ne connais pas le prochain sujet du diapo, je vous le donnerai bientôt. N'hésitez pas à me noter en commentaire si vous avez des idées de diaporama, ce sera avec grand plaisir que pour moi de vous le faire, rien que pour vous, just for you. Nous allons continuer au fur et à mesure à déposer ici des sujets de psychogénéalogie pour vous aider. Voilà. Également, je vais disposer aussi les dates des salons auxquels je participe et mettre peut-être en main, commencer à enclencher les conférences sur place peut-être. Ça sera avec un grand plaisir pour moi que de venir à votre rencontre. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée. N'hésitez pas à prendre bien soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.